Pour mon 30e anniversaire, maman m'a tendu un sac cadeau avec un flacon d'eau de Cologne à moitié utilisé à l'intérieur. L'étiquette de prix était toujours dessus, 4,99 $. Mon frère a ouvert le sien ensuite. Une Rolex flambant neuve. Tout le monde a applaudi. Je suis juste resté assis là, tenant le sac. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et je ne suis jamais revenu. Mon nom est Daniel. J'ai 30 ans, et jusqu'à il y a environ 3 mois, je croyais sincèrement que la pire chose que ma mère pouvait me faire était déjà arrivée. Alerte divulgateur, ce n'était pas le cas. Loin de là. Mais je m'emballe. Laissez-moi commencer par le début pour que vous puissiez pleinement apprécier le spectaculaire accident de train. C'était ma fête pour mes 30 ans. J'ai grandi dans une petite ville près de Columbus, en Ohio. Le genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde. Les vendredis soirs tournent autour du football américain du lycée. Et la réputation de vos parents vous suit comme une ombre que vous n'avez pas demandée. Ma mère, Patricia, était la reine des apparences. L'église tous les dimanches, organisatrice de fêtes de quartier, la femme qui apportait toujours le meilleur gratin à chaque repas partage. Sur le papier, c'était la mère parfaite, 2 fils, une belle maison avec une véranda qui en fait le tour, et un mari nommé Gérald qui a travaillé dans une usine pendant 32 ans avant que son cœur ne lâche quand j'avais 19 ans. Papa était un homme bon, silencieux, stable, le genre de gars qui montrait son amour en réparant votre voiture à 6 heures du matin sans qu'on le lui demande. Il me manque chaque jour. Et puis il y a mon frère, Travis. Travis a 2 ans de moins que moi et est l'enfant chéri depuis environ sa naissance. Je n'exagère pas. Il y a littéralement plus de photos de bébés de Travis dans la maison de ma mère que de moi. J'ai compté une fois pendant Thanksgiving quand j'avais 16 ans, ce qui, avec le recul, est une chose assez déprimante à faire pour un adolescent, mais cela a confirmé ce que je savais déjà. Travis avait 43 photos encadrées dans toute la maison. J'en avais 11 et 2 de ces 11 étaient des photos de groupe où on pouvait à peine voir mon visage. Écoutez, je ne dis pas que ma mère ne m'aimait pas. Je pense qu'elle m'aimait, à sa manière limitée. Mais il y avait toujours ce système de classement invisible dans notre maison et je n'étais jamais en haut. Travis était l'athlète, le charmeur. Il pouvait entrer dans une pièce et tout le monde gravitait autour de lui comme s'il avait son propre champ magnétique. J'entrais dans des pièces et les gens disaient « Oh, tu es le frère de Travis ». À chaque fois, à l'école, à l'église, à l'épicerie, je suis devenu l'extension de quelqu'un d'autre avant même d'avoir pu être ma propre personne. Le favoritisme était subtil quand nous étions enfants. Travis avait le nouveau vélo. J'avais celui d'occasion. Travis choisissait le restaurant pour son anniversaire. On me disait que nous allions où maman avait déjà fait des réservations. Des petites choses que l'on peut rationaliser quand on est jeune. On se dit que ce n'est pas grave, que maman vous aime tous les deux de la même façon et que Travis a juste besoin de plus d'attention parce qu'il est plus jeune. On se construit ces petites histoires dans sa tête pour que ça aille. Mais ensuite, nous avons grandi et l'histoire a cessé de fonctionner. Quand Travis a eu son diplôme de fin de lycée, maman lui a organisé une énorme fête, a loué le jardin de notre église, a engagé un DJ, a invité la moitié de la ville. Elle a fait un discours qui a fait pleurer les gens. Quand j'ai eu mon diplôme 2 ans plus tôt, nous sommes allés chez Applebee's, nous 5, et maman a passé la majeure partie du dîner à parler de la façon dont Travis venait d'entrer dans l'équipe de baseball universitaire en tant que seconde. À mon dîner de remise des diplômes. L'université a suivi le même schéma. Travis voulait aller à l'université d'État de l'Ohio et maman a trouvé un moyen de l'aider avec les frais de scolarité même si l'argent était rare après le décès de papa. Elle a contracté un prêt, a puisé dans ses économies, a fait en sorte que ça marche. Quand j'avais demandé de l'aide pour le Community College 2 ans avant cela, elle m'avait dit que je devais apprendre la responsabilité financière. Je travaillais dans une quincaillerie pour 9,50 $ de l'heure et je mangeais des ramen 4 soirs par semaine. Mais bien sûr, la responsabilité financière, compris. J'ai fini par payer mes études moi-même, d'abord un diplôme d'associé, puis j'ai été transféré dans une université d'État et j'ai obtenu ma licence en comptabilité. Cela m'a pris 6 ans au lieu de 4 parce que je travaillais à plein temps tout du long, mais je l'ai fait. Quand j'ai obtenu mon diplôme, maman a dit « c'est bien ». Et puis elle a demandé si je pouvais aider Travis à emménager dans son nouvel appartement ce week-end-là. Pas de fête, pas de discours, pas d'Applebee's, juste c'est bien. Au moment où j'ai eu 30 ans,
j'avais passé toute ma vie à collectionner ces petites blessures silencieuses, et j'étais devenu très doué pour prétendre qu'elles ne faisaient pas mal. J'avais un emploi décent dans un cabinet comptable, un petit appartement, quelques bons amis et une vie amoureuse que l'on pourrait décrire comme par intermittence pleine d'espoir. J'allais bien. J'allais toujours juste bien. Alors, quand maman m'a appelé en septembre et a dit qu'elle voulait organiser une fête d'anniversaire commune pour moi et Travis puisque nos anniversaires ne sont qu'à 10 jours d'intervalle, j'ai en fait ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis un moment. De l'espoir. Un espoir stupide et enfantin. Elle a dit qu'elle voulait faire quelque chose de spécial puisque j'allais avoir 30 ans et Travis 28. Elle a dit, et je la cite ici, « Je veux célébrer mes 2 garçons comme il se doit cette année. » Mes 2 garçons comme il se doit. Ces mots signifiaient quelque chose pour moi. Ils n'auraient pas dû, parce que l'histoire m'avait appris à être plus prudent, mais c'est ce qui s'est passé. La fête a eu lieu chez maman un samedi d'octobre. Elle avait décoré toute la maison. Des serpentins, des ballons et une bannière qui disait « Joyeux anniversaire, Daniel et Travis ». Mon nom était en premier sur la bannière. Je me souviens l'avoir remarqué et avoir senti cette palpitation chaude et stupide dans ma poitrine, comme si peut-être les choses étaient enfin en train de changer. Environ 40 personnes sont venues. Tantes, oncles, cousins, amis de l'église de maman, copains de fac de Travis. La nourriture était excellente, la musique était décente, et pendant environ 2 heures, j'ai vraiment passé un bon moment. Travis et moi nous entendions bien. Ce n'est pas un mauvais gars, honnêtement, juste gâté. Il n'a pas créé le favoritisme. Il en a juste bénéficié. Puis sont venus les cadeaux. Maman a rassemblé tout le monde dans le salon. Elle avait ce grand sourire sur son visage, celui qu'elle utilise quand elle sait que les gens la regardent. Elle a d'abord tendu le cadeau de Travis. Une belle boîte enveloppée dans du papier bleu marine avec un ruban argenté. Travis l'a ouverte et en a sorti une Rolex flambant neuve. Pas une contrefaçon, pas une montre de mode, une véritable Rolex submarinée. La pièce a éclaté. Les gens ont applaudi. Quelqu'un a sifflé. Les amis de Travis perdaient la tête. Maman rayonnait, s'imprégnant de la réaction comme si elle venait de dévoiler un chef-d'œuvre. Elle a dit, « Mon bébé mérite ce qu'il y a de mieux. 28 ans te vont bien, mon chéri. » Puis elle s'est tournée vers moi. Elle m'a tendu un sac cadeau, non emballé, juste un sac cadeau blanc uni avec du papier de soie froissé qui dépassait. Je pouvais déjà sentir son poids, ou plus précisément, son manque de poids. J'ai mis la main dedans et j'ai sorti un flacon d'eau de Cologne. Il était à moitié utilisé. Le bouchon était mal fermé. Il y avait une tache sur le verre, et l'étiquette de prix était toujours collée en dessous. 4,99 $, provenant de l'un de ces bacs à soldes de la pharmacie. La pièce est devenue silencieuse pendant environ 2 secondes, ce qui ne semble pas long jusqu'à ce que vous soyez celui qui se tient là, tenant un flacon d'eau de Cologne d'occasion avec une étiquette de prix dessus pendant que votre frère attache une Rolex à son poignet. Puis quelqu'un a ri nerveusement et maman a dit, « Je pensais que tu pourrais utiliser un nouveau parfum. » Et quelques personnes ont gloussé comme si c'était une petite blague mignonne. Ce n'était pas une blague. J'ai regardé ma mère et pour la première fois en 30 ans, je ne lui ai pas trouvé d'excuse. Je ne l'ai pas rationalisé, ni minimisé, ni rangé dans cette boîte dans ma poitrine où je gardais toutes les autres petites blessures. Je l'ai juste regardée, elle m'a regardé, et j'ai pu voir dans ses yeux qu'elle ne réalisait même pas ce qu'elle avait fait. C'était le pire. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de l'indifférence. Je n'avais tout simplement pas assez d'importance pour qu'elle essaie. J'ai remis l'eau de Cologne dans le sac. J'ai dit, merci. Parce que 30 ans de conditionnement sont difficiles à effacer. Je suis resté encore 20 minutes, j'ai fait la conversation, j'ai mangé un morceau de gâteau qui avait le goût de carton, puis j'ai dit à maman que je devais me lever tôt et que je devais partir. Elle a à peine levé les yeux de la conversation qu'elle avait avec ma tante. Je suis rentré chez moi cette nuit-là avec le sac cadeau posé sur mon siège passager. Et quelque part autour du kilomètre 14 sur l'autoroute, j'ai pris une décision. C'était fini. Pas en colère, fini, pas de façon dramatique, fini, juste tranquillement, définitivement fini. J'allais arrêter d'attendre que ma mère me voie parce qu'elle ne le ferait jamais. Et cette nuit-là, je suis rentré chez moi et je ne suis jamais revenu. Les premiers jours après la fête ont été étrangement calmes.
Je m'attendais à être en colère ou dévasté, mais je me sentais surtout vide, comme si quelqu'un avait retiré la partie de moi qui s'en souciait et avait laissé cet espace creux et silencieux derrière. Je suis allé au travail le lundi comme si de rien n'était. J'ai classé des déclarations de revenus, rapproché des feuilles de calcul, bu du mauvais café de la salle de pause, des choses normales. Maman n'a pas appelé le dimanche. Elle n'a pas appelé le lundi non plus. Le mercredi, j'ai réalisé qu'elle n'appellerait probablement pas du tout. Et ce qui est drôle, c'est que ça ne m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris, c'est que Travis l'a fait. Il m'a appelé le mercredi soir pendant que je préparais le dîner, qui, pour information, était un burrito surgelé parce que je suis un homme de 30 ans qui vit sa meilleure vie. La voix de Travis avait ce ton prudent que les gens utilisent quand ils savent qu'ils marchent dans un champ de mines, mais qu'ils ont laissé leur carte à la maison. Il a dit « Eh, mec. Tu es parti un peu tôt samedi. Tout va bien ?» Je lui ai dit que tout allait bien. Il a fait une longue pause, puis il a dit « Le truc de l'eau de Cologne, c'était vraiment nul. Daniel, je veux que tu saches que je ne savais pas qu'elle allait faire ça. » Et je l'ai cru. Comme je l'ai dit, Travis n'est pas le méchant dans cette histoire. Il est juste la personne qui n'a jamais eu à se battre pour une place à table parce qu'on lui en a toujours tiré une. Mais le fait que même Travis ait reconnu à quel point c'était grave m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Si l'enfant chéri est mal à l'aise, la situation est irréparable. J'ai dit à Travis que j'appréciais son appel et je le pensais. Puis j'ai changé de sujet. Nous avons parlé de football américain pendant 10 minutes et c'était tout. Les conséquences de mon silence ont commencé à apparaître environ 2 semaines plus tard. Maman m'a finalement appelé un jeudi, non pas pour prendre de mes nouvelles, non pas pour s'excuser, mais pour me demander si je pouvais l'aider à déplacer des meubles parce qu'elle redécorait la chambre d'amis. Elle a parlé pendant 6 minutes d'affilée sans jamais me demander comment j'allais. Je sais que c'était 6 minutes parce que j'ai regardé l'horloge de mon micro-ondes tout le temps. Quand elle a eu fini, elle a dit « Alors, tu peux passer samedi matin ?» J'ai dit « Non ». Cette seule syllabe a provoqué un silence si fort que j'ai cru que mon téléphone s'était déconnecté. Ma mère n'était pas habituée à entendre le mot « non » de ma part. J'avais passé 3 décennies à être le fiable. Celui qui se présentait, qui ne se plaignait jamais, qui aidait à déplacer les meubles, réparait les robinets qui fuyaient. La conduisait à ses rendez-vous et ne demandait jamais rien en retour parce que j'avais appris il y a longtemps que demander n'était qu'une façon créative de s'exposer à la déception. Elle a dit « Comment ça, non ?» J'ai dit « Je veux dire, non, je ne peux pas passer samedi. » Elle est devenue silencieuse, puis elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Elle m'a fait culpabiliser. Je ne te demande pas grand-chose, Daniel. Ton père n'est plus là, et je ne suis qu'une femme seule qui essaie de maintenir cette maison en état. Je pensais pouvoir compter sur mon fils. Il y a 1 an, cela aurait fonctionné, mais quelque chose avait changé en moi après cette fête. Un mur porteur interne s'était finalement effondré, et la culpabilité a juste rebondi. Je lui ai dit que j'étais désolé, mais que je ne pouvais pas venir, et j'ai raccroché. Au cours du mois suivant, je me suis retiré d'une manière que je n'avais pas prévue, mais que je ne semblais pas pouvoir arrêter. Je n'ai pas appelé maman. Je n'ai pas rendu visite. J'ai sauté le dîner du dimanche pour la première fois depuis probablement 5 ans. J'ai cessé d'être la personne qui initiait chaque interaction et ce que j'ai découvert était dévastateur dans sa simplicité. Quand j'ai arrêté de tendre la main, personne ne l'a tendue en retour. Le truc quand on est la bête de somme de la famille, c'est que personne ne remarque le travail jusqu'à ce qu'il s'arrête. J'avais maintenu les choses en place depuis si longtemps que tout le monde supposait que les choses tenaient toutes seules. La gouttière de maman était nettoyée par magie. Ses impôts étaient déclarés correctement parce que le fisc était juste très serviable. Sa voiture avait sa vidange à temps parce que la fée de l'automobile passait tous les 5000 miles. C'était toujours moi et aucun d'entre eux n'y a jamais pensé. Thanksgiving a été le vrai test. Maman m'a appelé la semaine d'avant et pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être ce serait différent. Peut-être que la distance l'avait fait réfléchir. Elle a dit, « Daniel, j'ai besoin que tu sois là tôt jeudi pour aider à préparer. Je fais une dinde de 22 livres cette année et j'ai besoin de quelqu'un pour la soulever et la mettre au four. Travis amène sa petite amie et je veux que tout soit parfait. Pas de « tu me manques ». Pas de « je suis désolé pour l'anniversaire ».
Juste j'ai besoin que tu sois le muscle pour une dinde afin que la petite amie de ton frère soit impressionnée. J'ai dit que je ne venais pas pour Thanksgiving. L'explosion qui a suivi était quelque chose à laquelle je m'étais préparé toute ma vie. Ma mère m'a traité d'ingrat, d'égoïste. Elle a dit que je la punissais pour un cadeau ridicule, et que je faisais une montagne d'une taupinière. Puis elle a dit que mon père aurait honte de moi, ce qui était l'option nucléaire, la carte qu'elle gardait en réserve pour quand rien d'autre ne fonctionnait. Elle savait exactement où viser avec celle-là. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste attendu qu'elle ait fini. Et puis j'ai dit quelque chose que je portais en moi depuis très longtemps. J'ai dit, maman, pourquoi as-tu donné une Rolex à Travis et m'as-tu donné un flacon d'eau de Cologne de pharmacie d'occasion avec l'étiquette de prix encore dessus? Silence. J'ai dit, je ne demande pas ça pour commencer une dispute. Je veux sincèrement comprendre. Nous étions dans la même pièce, à la même fête, pour la même occasion, et tu as donné à ton fils de 28 ans une montre de luxe et à ton fils de 30 ans un flacon d'eau de Cologne à moitié utilisé à 4 $. Quoi? Elle a balbutié puis a dit, il n'était pas à moitié utilisé. Il était à peine ouvert. Et je pensais que tu aimerais le parfum. C'était sa réponse après 30 ans à être à la deuxième place. Sa défense était que l'eau de Cologne était à peine ouverte. J'ai dit, je ne pense même pas que tu le vois, maman. Et je pense que c'est pire que si tu l'avais fait exprès. Elle m'a dit que j'étais dramatique. Elle a dit que j'avais toujours été trop sensible, que Travis n'avait pas de traitement de faveur. Je le percevais simplement de cette façon parce que j'avais des problèmes. Elle a vraiment utilisé le mot « problème ». Comme si mon problème n'était pas qu'elle m'avait publiquement humilié devant 40 personnes, mais que j'avais une sorte de défaut psychologique qui me le faisait remarquer. J'ai dit, je ne viens pas pour Thanksgiving, maman. J'espère que tu passeras un bon moment. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Puis je suis resté assis à ma table de cuisine pendant très longtemps. J'ai pensé à mon père. J'ai pensé à ce qu'il dirait s'il pouvait voir tout ça. J'ai pensé à cette bannière à la fête qui avait mon nom en premier, et à quel point j'avais été stupide de penser que ça signifiait quelque chose. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis les funérailles de mon père. J'ai pleuré. Pas le genre de jolie larme unique. Le genre où tout votre corps tremble et après, votre visage a l'air d'avoir perdu un combat avec une ruche. Je suis resté assis là et j'ai fait mon deuil. Pas seulement pour l'anniversaire, mais pour tout. Chaque moment négligé, chaque remise de diplôme sans surveillance, chaque fois qu'elle a regardé à travers moi pour voir Travis debout derrière moi. Quand j'ai eu fini, je me suis lavé le visage et je me suis fait un sandwich. L'appartement était toujours calme, mais il ne semblait plus lourd. Il semblait être le mien. Le lendemain matin, ma tante Caroline a appelé. Maman avait dit à la famille que je traversais une période difficile et que je refusais de venir pour Thanksgiving. J'ai dit la vérité à Caroline, toute la vérité. Elle a écouté sans interrompre, et quand j'ai eu fini, elle a dit quelque chose qui m'a fendu le cœur à nouveau. Elle a dit, « Chérie, ton papa le voyait aussi. Il lui en a parlé plus d'une fois. » Elle n'a juste jamais écouté. Mon père savait. Il a essayé de réparer ça et elle ne se souciait pas assez pour changer. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne prenais pas seulement une pause de ma mère. C'était fini pour de vrai. Permanent. Emballer les bagages émotionnels et partez. Fini. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti libre. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait de couper les ponts avec votre famille. Les 2 premières semaines ressemblent à une libération. Vous vous promenez avec cette légèreté dans la poitrine, comme si vous aviez porté un sac à dos plein de pierres toute votre vie, et que vous l'aviez enfin posé. Vous dormez mieux. Vous pensez plus clairement. Vous arrêtez de sursauter à chaque fois que votre téléphone sonne. Puis la 3e semaine arrive et la solitude se présente comme un invité non désiré qui a apporté des bagages. Thanksgiving est venu et reparti. Je l'ai passé seul dans mon appartement à manger un poulet rôti de l'épicerie et à regarder le football américain. Ce n'était pas triste, exactement. C'était en fait plutôt paisible, mais il y avait des moments où le silence devenait un peu trop épais et je me surprenais à attraper mon téléphone pour appeler quelqu'un. Pas maman, pas Travis, juste n'importe qui pourrait me rappeler que j'existais en dehors de mes 4 murs. Décembre a été rude.
Les fêtes ont une façon de souligner exactement qui est dans votre vie et qui n'y est pas. Et ma liste était plus courte que je ne voulais l'admettre. J'avais quelques copains de fac, Jake et Connor, avec qui je prenais des bières toutes les quelques semaines. J'avais des collègues qui étaient sympathiques mais pas des amis. Et j'avais une histoire amoureuse que l'on pourrait décrire comme une série de quasi-relations qui se sont éteintes quelque part entre le troisième rendez-vous et la conversation. Alors, on est quoi? J'avais 30 ans, fraîchement séparé de ma famille, et je mangeais mon dîner de Noël seul dans un restaurant chinois comme si je passais une audition pour la comédie romantique la plus déprimante du monde. Mais voici le truc: quand on touche le fond, une fois qu'on y est, la seule direction est vers le haut. En janvier, j'ai pris une décision. Si personne n'allait investir en moi, j'allais investir en moi-même. Pas d'une manière de poster de motivation ringard, mais d'une manière pratique de s'asseoir et de faire un plan. J'étais comptable. Je savais comment regarder les chiffres et trouver où se trouvaient les lacunes. Alors, j'ai fait la même chose avec ma vie. La première chose était ma carrière. J'avais fait du surplace, faisant le minimum, encaissant mon chèque de paie, rentrant chez moi. Alors, j'ai parlé à ma patronne, une femme nommée Claire, qui avait toujours été directe avec moi d'une manière que je respectais, et je lui ai dit que je voulais plus de responsabilités. J'ai posé des questions sur l'examen de CPA, sur les parcours d'avancement, sur ce qu'il faudrait pour progresser. Claire m'a regardé comme si elle attendait que je pose cette question depuis 2 ans. Elle a dit: Daniel, tu es l'une des personnes les plus soucieuses du détail de cette équipe, et tu te caches dans ton coin comme si tu avais peur que quelqu'un te remarque. Arrête de te cacher. Puis elle m'a tendu une pile de matériel d'études et m'a dit que l'entreprise couvrirait la moitié des frais d'examen si je réussissais du premier coup. J'ai étudié tous les soirs pendant 3 mois. Ma vie sociale consistait en des problèmes pratiques et des fiches de révision. Jake m'a dit que je devenais un ermite. Je lui ai dit que je devenais un CPA, ce qui était sans doute pire d'un point de vue social, mais significativement mieux d'un point de vue financier. J'ai réussi l'examen en avril. Première tentative, les 4 sections. Claire m'a serré la main et m'a dit qu'un poste de senior s'ouvrait en mai, et qu'elle me recommandait pour celui-ci. L'augmentation était significative. Pas de l'argent qui change la vie, mais assez pour me faire sentir que le sol sous mes pieds devenait plus solide. La deuxième chose était ma santé physique. Je me suis inscrit à une salle de sport en février. Pas un de ces endroits chics avec des bars à smoothies et un service de serviettes. Une salle de sport sans fioritures dans un centre commercial qui sentait le fer et la détermination. J'ai commencé à y aller 5 jours par semaine. Au début, je pouvais à peine faire du développé couché avec la barre sans trembler, ce qui était une leçon d'humilité d'une manière que seule une salle de sport vide à 6 heures du matin peut l'être. Mais j'ai continué à y aller. C'est ça le secret. Vous n'avez pas besoin d'être bon. Vous devez juste continuer à y aller. En mai, j'avais l'air différent. Pas comme une couverture de magazine, mais comme quelqu'un qui se souciait de lui-même. Il s'avère que lorsque vous arrêtez de déverser toute votre énergie émotionnelle dans des gens qui ne vous apprécient pas, vous avez soudain beaucoup de carburant en réserve pour vous-même. La troisième chose était la plus difficile. La connexion. La vraie connexion. Pas le genre de choses superficielles dont je survivais, mais de vraies relations significatives. C'était terrifiant parce que s'il y a une chose que grandir en étant invisible dans sa propre famille vous apprend, c'est qu'être vu est dangereux. Être vu signifie être jugé. Et être jugé signifie être trouvé manquant. Et être trouvé manquant signifie se voir remettre un flacon d'eau de Cologne à moitié utilisé pendant que tout le monde applaudit pour votre frère. Mais je me suis forcé. J'ai dit oui à des choses auxquelles j'aurais dit non auparavant. Jake m'a invité à une randonnée d'un week-end et j'y suis allé. Connor a organisé un barbecue où je ne connaissais pas la moitié des gens. Et au lieu de rester dans un coin et de partir tôt, j'ai vraiment parlé aux gens. Je me suis inscrit à une ligue de basketball récréative au centre communautaire, ce qui était hilarant parce que je ne suis pas un joueur de basketball doué, mais les gars de l'équipe s'en fichaient. Ils voulaient juste quelqu'un qui se présenterait le mercredi. C'est à l'un de ces matchs de basketball que j'ai rencontré Paige. Elle était là pour regarder son frère jouer dans l'équipe adverse. Cheveux noirs attachés en queue de cheval, un sweat à capuche de l'université du Michigan environ 3 tailles trop grand. Et ce rire qu'on pouvait entendre de l'autre côté du gymnase. Après le match, son frère nous a présentés. Il s'appelait Adam,
et apparemment je lui avais accidentellement donné un coup de coude dans les côtes pendant le deuxième quart-temps, alors il s'est dit que le moins que je puisse faire était de rencontrer sa sœur. Je me suis excusé pour le coup de coude. Paige a dit, ne t'inquiète pas. Il est dramatique. Adam a dit, elle est célibataire, au fait. Paige est devenue rouge. Je suis devenu rouge. Adam avait l'air très content de lui. Nous nous sommes vus pour un café la semaine suivante dans un endroit du centre-ville qui servait ces muffins ridiculement grands qui nécessitent un diplôme d'ingénieur en structure pour être mangés correctement. Nous avons parlé pendant 3 heures. Elle avait 28 ans, travaillait comme kinésithérapeute, avait grandi dans le Michigan, adorait les films d'horreur, détestait la coriandre avec une passion qui frisait le clinique, et avait cette façon d'écouter qui vous donnait l'impression que ce que vous disiez comptait vraiment. Nous avons eu un deuxième rendez-vous 4 jours plus tard, puis un troisième. Puis ce ne sont plus devenus des rendez-vous individuels et c'est devenu une relation. La façon dont ces choses se produisent quand vous ne faites pas attention, comme une plante que vous aviez oublié d'arroser qui fleurit soudainement sur votre rebord de fenêtre. J'ai parlé de ma famille à Paige lors de notre 5e rendez-vous. Nous étions assis sur son canapé à regarder un film et elle m'a posé des questions sur mes parents. La façon dont les gens le font quand ils apprennent à vous connaître et tout est sorti. Le favoritisme, l'anniversaire, l'eau de Cologne, la rupture. Elle n'a pas interrompu. Elle ne m'a pas dit que je surréagissais. Quand j'ai eu fini, elle a dit, ce n'est pas normal, Daniel. Rien de tout cela n'est normal. 5 mots. 5 mots simples que j'avais besoin d'entendre de quelqu'un toute ma vie. Pas tu es trop sensible. Pas la famille, c'est la famille. Juste une reconnaissance claire et sans ambiguïté que ce qui m'était arrivé était mal. À l'été, ma vie était complètement différente de ce qu'elle était en octobre précédent. J'avais un nouveau titre au travail, une relation avec une femme qui me faisait rire jusqu'à en avoir mal au ventre, un corps qui se sentait fort, et un cercle d'amis qui appréciaient vraiment ma compagnie. La table de cuisine où j'avais l'habitude de m'asseoir seul pour manger des burritos surgelés était maintenant l'endroit où Paige et moi préparions le dîner ensemble, en nous disputant pour savoir si le pain à l'ail comptait comme un légume. Elle disait non. Je disais qu'il y avait de l'ail dedans, qui pousse dans le sol, donc techniquement oui. Elle disait que ce n'est pas comme ça que la nutrition fonctionne. Je disais qu'elle avait l'esprit fermé. J'étais heureux. Vraiment, sincèrement heureux. Pas le bonheur je vais bien que je feignais depuis des années. Le vrai genre qui se loge dans votre poitrine comme une lumière chaude au lieu d'un poing serré. Et c'est à ce moment-là que ma mère a décidé qu'elle voulait que je revienne. L'appel est venu de Trévis un dimanche matin en août. Je faisais des crêpes dans la cuisine de Paige, ce qui était devenu notre rituel du week-end. Elle s'occupait du café, je m'occupais de la pâte, et nous prétendions tous les deux que mes crêpes n'étaient pas constamment de travers. Elle les appelait de forme artisanale. Je les appelais la preuve de mes limites. La voix de Trévis avait de nouveau ce ton prudent. Il a dit, « Et, alors maman a beaucoup demandé de tes nouvelles ces derniers temps. Vraiment beaucoup. Elle est différente, Dan. » J'ai retourné une crêpe qui avait à peu près la forme de l'État du Texas. Différente comment? Il a hésité. Elle pleure parfois, sans raison. Elle regardait de vieux albums photos la semaine dernière et s'est juste mise à sangloter dans le salon. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. J'ai dit, Trévis, elle m'a donné un flacon d'eau de Cologne d'occasion du bac à solde devant 40 personnes pendant que tu recevais une Rolex. Elle sait ce qu'elle a fait de mal. Elle ne pense simplement pas que ça devrait avoir de l'importance. Trévis est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit quelque chose qui m'a surpris. Tu as raison. J'y ai beaucoup pensé. Le truc de la Rolex était mauvais, mais ce n'était pas seulement la Rolex. C'est tout. Ça a toujours été tout. Je le vois maintenant. Et je suis désolé de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt. C'était la première fois de ma vie que Trévis reconnaissait explicitement le favoritisme. Sans tourner autour du pot, sans le minimiser, juste en le disant clairement. Cela signifiait plus que ce à quoi je m'attendais. Il m'a dit que maman voulait dîner, nous trois, chez elle, pour qu'elle puisse mettre les choses au clair. Apparemment, elle avait parlé à tante Caroline, qui avait partagé une partie de ce que je lui avais dit, et ça avait durement touché maman. Trévis a dit qu'elle allait plus souvent à l'église, qu'elle parlait au pasteur, qu'elle essayait de comprendre où les choses avaient mal tourné.
Il a dit qu'elle semblait sincèrement désolée. J'ai dit à Travis que j'y réfléchirais. J'avais appris que se précipiter avec ma mère était un moyen garanti de se blesser. Cette nuit-là, Paige et moi en avons parlé. Elle était assise en tailleur sur le canapé avec un bol de pop-corn, arborant cette expression pensive qu'elle a quand elle travaille sur quelque chose de compliqué. Le même visage qu'elle fait en faisant des mots croisés. Elle a dit, « À quoi devrait ressembler le dîner pour que ça en vaille la peine pour toi ?» Cette question m'a laissé sans voix parce que personne ne me l'avait jamais posée auparavant. Toute ma vie, chaque interaction avec ma famille s'était déroulée selon leurs conditions. Maman décidait quand nous nous réunissions, où, ce que nous mangions, de quoi nous parlions. Paige me demandait de déterminer ce dont j'avais réellement besoin au lieu de simplement me présenter et d'espérer le meilleur. J'ai dit, j'ai besoin qu'elle le dise. Spécifiquement. J'ai besoin qu'elle me dise ce qu'elle a fait, pourquoi c'était mal, et ce qu'elle va faire différemment, pas un discours. Juste qu'elle me voie vraiment pour une fois. Paige a hoché la tête. Alors c'est à condition. Tu ne vas pas à ce dîner sans ça. J'ai appelé Travis et je lui ai dit que je viendrais, mais que j'avais des conditions. Pas de banalité et de faire comme si les 10 derniers mois n'avaient pas eu lieu. Si maman voulait mettre les choses au clair, il fallait vraiment le faire. Pas de déviation, pas de culpabilisation. Pas de « tu es trop sensible ». Une vraie conversation. Travis a transmis le message. 2 jours plus tard, il a rappelé et a dit « Maman est d'accord. Le dîner est fixé pour le samedi suivant. » J'ai passé cette semaine à me préparer. Je me suis assis et j'ai écrit tout ce que je voulais dire. Chaque incident, chaque affront, chaque moment où je me suis senti invisible. Je l'ai organisé de la même manière que j'organise les dossiers fiscaux, méthodiques et détaillés, parce que je savais que si j'y allais en me fiant uniquement à l'émotion, elle trouverait un moyen de le déformer. Elle pouvait prendre votre douleur légitime et la recadrer comme votre faiblesse personnelle plus vite que quiconque que j'ai jamais rencontré. Alors, je suis venu avec des preuves. J'ai aussi appelé tante Caroline. Elle m'a dit que maman avait vraiment eu du mal depuis Thanksgiving, qu'elle avait perdu du poids, ne dormait pas bien, et avait commencé à poser à Caroline des questions sur mon enfance dont elle ne se souvenait apparemment pas clairement. Des choses comme, est-ce que je n'ai vraiment pas organisé de fête de remise des diplômes pour Daniel, et étais-je vraiment plus dur avec lui qu'avec Travis? Le fait qu'elle ait dû demander m'a dit que le favoritisme était si ancré dans son comportement qu'elle n'en avait même pas un souvenir clair dans sa propre mémoire. Elle l'avait fait si automatiquement que c'était juste un bruit de fond pour elle alors que c'était toute la bande-son de ma vie. Caroline a dit autre chose qui m'a marqué. Elle a dit, « Ta mère t'aime, Daniel. » Je le crois. Mais l'amour sans conscience n'est qu'une habitude. Elle t'aimait de la manière qui lui convenait, pas de la manière dont tu en avais besoin. C'est peut-être la chose la plus précise que quelqu'un ait jamais dite sur ma mère. Le vendredi soir, Paige est venue et m'a trouvé à la table de la cuisine avec mes notes étalées comme si je me préparais pour une déposition. Elle a regardé les papiers, m'a regardé, et a dit, « Tu vas y arriver. Tu t'es entraîné pour ça toute ta vie. La seule différence, c'est que maintenant tu vas vraiment dire les mots à voix haute. » Elle avait raison. Chaque fois que j'étais resté silencieux, chaque fois que j'avais ravalé ma peine, chaque fois que j'avais dit « ça va » alors que ça n'allait absolument pas, je répétais, je constituais le dossier, je classais les preuves, en attendant le jour où je serais enfin assez fort pour le présenter. Le samedi est arrivé et je me suis rendu chez maman pour la première fois en 10 mois. Le quartier avait l'air pareil. La maison avait l'air pareil. La véranda avait toujours cette planche lâche que papa avait l'intention de réparer avant de mourir et que personne n'avait touché depuis. Tout à l'extérieur avait l'air normal, bien rangé, bien entretenu. La maison parfaite de la mère parfaite. Je suis resté assis dans ma voiture pendant quelques minutes avant d'entrer. Non pas parce que j'avais peur, même si je l'étais un peu. Surtout parce que je voulais me souvenir de ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais fort. J'étais préparé. Je n'étais pas la même personne qui s'était éloignée de cette maison 10 mois plus tôt en tenant un sac avec un flacon d'eau de Cologne à $4 dedans. Ce Daniel-là fuyait la douleur. Ce Daniel-ci marchait vers elle, les yeux ouverts, les épaules en arrière. Je suis sorti de la voiture. J'ai monté les marches du Porsche, enjambant la planche lâche par habitude. J'ai frappé à la porte au lieu d'entrer directement parce que je n'étais plus un membre de ce foyer. J'étais un invité et les invités frappent.
Maman a ouvert la porte. Elle avait l'air plus vieille que dans mon souvenir. Ses cheveux étaient plus gris, son visage plus mince, et ses yeux avaient ce regard que je ne peux décrire que comme fatigué. Pas fatigué de sommeil, fatigué de la vie. Elle m'a regardé et son menton s'est mis à trembler. Et elle a dit, « Salut, mon bébé. » J'ai dit, « Salut, maman. » Travis était déjà à l'intérieur, assis à la table de la salle à manger, avec l'air d'un homme qui souhaitait désespérément être n'importe où ailleurs. Maman avait fait un rôti de bœuf, la recette de papa, et je savais qu'elle l'avait choisi exprès. Elle essayait de l'invoquer, de remplir la pièce de son souvenir comme une offrande de paix. Nous nous sommes assis. Nous avons mangé en silence pendant environ 4 minutes, ce qui est approximativement 3 minutes et 50 secondes de plus que la durée d'un silence confortable avant qu'il ne devienne un silence agressif. J'entendais l'horloge dans le couloir faire tic-tac. J'entendais Travis mâcher. Puis j'ai posé ma fourchette et j'ai dit, « Maman, je suis ici parce que Travis a dit que tu voulais mettre les choses au clair, alors mettons-les au clair. » Elle m'a regardé avec ses yeux fatigués et pour la première fois de ma vie, j'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur. Ma mère avait peur de ce que j'allais dire. Et honnêtement, elle aurait dû. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas du tout élevé la voix. J'ai parlé de la manière dont Claire m'avait appris à présenter les chiffres trimestriels aux clients. Clair, stable, étayé par des preuves, et impossible à contester. J'ai commencé par les photos, 43 contre 11. Je lui ai dit que j'avais compté quand j'avais 16 ans et que je n'avais jamais oublié le nombre. Son visage a changé quand j'ai dit ça. Une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la honte, mais je ne me suis pas arrêté pour la laisser répondre. J'ai continué chronologiquement. La fête de remise des diplômes de Travis contre Applebee's. Les frais de scolarité qu'elle a trouvés pour Travis contre la leçon de responsabilité financière qu'elle m'a donnée. Les dîners du dimanche où elle passait 45 minutes à parler de la vie de Travis puis me demandait de passer le sel. La fois où elle a oublié de venir me chercher à un événement scolaire quand j'avais 12 ans et n'a réalisé que j'étais manquant que lorsque papa est rentré à la maison et a demandé où j'étais. Le Noël où elle a acheté une console de jeux à Travis et m'a donné une carte cadeau pour une librairie avec 2,30 $ déjà dépensés dessus. Même mes cadeaux étaient de seconde main. Je lui ai parlé de chaque moment qui s'était accumulé dans ma poitrine comme des sédiments, couche après couche. Je lui ai parlé d'être assis dans ma voiture après la fête d'anniversaire, de l'eau de Cologne sur le siège passager, du trajet de retour où j'ai décidé que c'était fini. Je lui ai parlé de Thanksgiving seul, de Noël seul, du poulet rôti et du restaurant chinois. Puis je lui ai parlé de l'appel de tante Caroline, que papa avait essayé de lui parler du favoritisme, et qu'elle n'avait pas écouté. Celui-là a fait mal. La main de maman est allée à sa bouche, et elle a fait ce petit bruit, presque un hoquet. Elle ne savait pas que je savais. Quand j'ai eu fini, la pièce était d'un silence de mort. Travis fixait son assiette. Maman me fixait. Je pouvais voir les larmes sur ses joues, mais je n'avais pas pitié d'elle. Non pas parce que je suis sans cœur, mais parce que ses larmes avaient 30 ans de retard, et nous le savions tous les deux. J'ai dit, « Maman, je dois te demander quelque chose. » Pourquoi ? Pourquoi c'était toujours Travis ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Elle s'est effondrée. Pas de façon dramatique, pas comme les gens le font dans les films. Elle s'est simplement écroulée lentement comme un mur qui a retenu l'eau trop longtemps. Elle a posé ses mains à plat sur la table et a dit, « Tu n'as rien fait de mal, Daniel. Tu n'as jamais rien fait de mal. » J'ai attendu. Elle a dit, « Tu ressemblais tellement à ton père. Tout en toi, ta façon de bouger, ta façon de parler, même la façon dont tu t'asseyais à cette table en silence pendant que tout le monde était bruyant. Après la mort de ton père, te regarder était comme regarder un fantôme. » Travis était plus facile. Travis était suffisamment différent pour ne pas me rappeler ce que j'avais perdu. La pièce était si silencieuse. J'entendais le rôti de bœuf refroidir sur la cuisinière. Elle a dit, « Je sais que ce n'est pas une excuse, mais tu m'as demandé pourquoi, et c'est la vérité. Je t'ai repoussé parce que t'aimais signifiait faire face au fait que Gérald était parti, et je n'étais pas assez forte pour faire les deux. Je suis restée avec ça pendant un long moment. » Travis avait la tête dans ses mains. Maman pleurait ouvertement. Pas les larmes de comédie qu'elle utilisait lors des collectes de fonds de l'église, mais le vrai genre que vous ne pouvez pas contrôler. Voici le truc quand on obtient la réponse qu'on a attendue toute sa vie.
Ça ne répare rien. Ça l'explique. Et parfois, c'est précieux, mais la blessure est toujours là. Comprendre pourquoi quelqu'un vous a blessé n'annule pas la blessure. J'ai dit, je ressemble à papa. C'est pour ça que tu ne pouvais pas m'aimer comme tu aimes Travis. Elle a dit, je t'ai aimé, Daniel. Je t'aime. J'ai dit, je te crois, mais aimer quelqu'un et lui montrer qu'il est aimé sont deux choses différentes, maman. Et tu m'as montré chaque jour de ma vie que je passais en second. Ça abîme une personne. Ça m'a abîmé. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas dévié. Elle ne m'a pas traité de sensible ou de dramatique. Elle a juste hoché la tête. Et ce minuscule acte de reconnaissance valait plus que 1000 excuses. Travis a parlé pour la première fois. Il a dit, j'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps. Je le voyais. Je l'ai toujours vu et j'ai juste suivi le mouvement parce que c'était plus facile d'être le favori que de se battre pour ce qui était juste. C'est de ma faute, Dan. Je suis désolé. J'ai regardé mon frère. Je l'ai vraiment regardé et j'ai pu voir qu'il le pensait. Ce n'était pas l'enfant chéri charmant qui faisait son spectacle pour la foule. C'était un homme de 28 ans qui admettait avoir bénéficié d'un système injuste et n'avoir rien fait pour le contester. Maman m'a demandé ce qu'elle pouvait faire, pas d'une manière exigeante. Elle l'a demandé comme quelqu'un qui ne connaissait vraiment pas la réponse et était prêt à en entendre une difficile. J'ai dit, tu ne peux pas réparer 30 ans. Maman, tu ne peux pas me rendre ma fête de remise des diplômes ou mes frais de scolarité ou toutes les fêtes que j'ai passées seul. Mais tu peux commencer à partir de maintenant. Tu peux me traiter comme si j'avais de l'importance. Pas plus que Travis. Pas à la place de Travis, juste de manière égale. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Elle a dit, je le ferai. Je te promets que je le ferai. J'ai dit, je vais avoir besoin que tu me le montres, pas que tu me le dises, parce que j'ai entendu tes paroles toute ma vie, et elles ne correspondent jamais à tes actions. Elle a accepté. Ça ne lui plaisait pas, mais elle a accepté. Puis je lui ai parlé de ma vie, du CPA, de la promotion, de la salle de sport, de la ligue de basketball, de Pej. Les yeux de maman se sont écarquillés et elle a dit, tu vois quelqu'un, avec ce mélange de surprise et de peine qui m'a dit qu'elle réalisait seulement maintenant à quel point elle avait manqué de choses. Non pas parce que je l'avais caché, mais parce qu'elle n'avait jamais été assez intéressée pour le découvrir. J'ai dit, elle s'appelle Pej. C'est une kinésithérapeute. Elle est intelligente et drôle et elle m'écoute vraiment. Tu l'aimerais bien. Maman a dit, j'adorerais la rencontrer. J'ai dit, peut-être un jour, si les choses se passent bien entre nous d'abord. Cette limite m'a coûté quelque chose. Mais je n'allais pas lui livrer la seule bonne chose dans ma vie tant que je n'étais pas sûr qu'elle ne l'endommagerait pas. La confiance se reconstruit centimètre par centimètre, pas kilomètre par kilomètre. C'était il y a 9 mois. Maman et moi sommes en contact. Nous nous parlons une fois par semaine, et je suis allé dîner 3 fois. Elle essaie. Je le vois dans les petites choses. La façon dont elle pose des questions sur mon travail, la façon dont elle écoute quand je parle, la façon dont elle m'a envoyé une carte pour mon 31e anniversaire avec une lettre manuscrite à l'intérieur. 4 pages où elle me racontait des choses spécifiques dont elle se souvenait de mon enfance, des choses dont elle était fière, des choses pour lesquelles elle était désolée. Ce n'était pas une Rolex. C'était mieux. Travis et moi sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été. Il est venu à un de mes matchs de basketball le mois dernier et m'a chahuté depuis les gradins, ce qui est apparemment la façon dont les frères montrent leur amour. Il a aussi discrètement rendu la Rolex à maman et lui a dit qu'il ne se sentait pas bien de la porter. Elle ne l'a pas bien pris au début, mais Travis a tenu bon. Cela m'a impressionné plus que tout ce qu'il a jamais fait. Pej a rencontré ma mère en décembre. C'était gênant et maman a de nouveau fait son fameux rôti de bœuf et Pej a dit que c'était merveilleux. Et après, maman m'a pris à part et a dit, c'est une perle, Daniel. J'ai dit, je sais. J'ai 31 ans maintenant. Je vis dans un appartement plus grand avec de vrais meubles que j'ai choisis moi-même. J'ai eu une autre promotion en janvier. Je vais toujours à la salle de sport 5 jours par semaine et je ne sais toujours pas faire une crêpe qui est la bonne forme, mais j'y travaille. J'ai des amis qui m'appellent en premier. J'ai une petite amie qui me fait rire si fort que je grogne, ce qu'elle trouve attachant et que je trouve embarrassant. Et j'ai une mère qui apprend lentement,
imparfaitement, maladroitement à m'aimer de la manière dont j'en avais besoin depuis le début. Est-ce que c'est assez? Je ne sais pas encore. Certains jours, je pense que oui, et d'autres jours, je me surprends à attendre que le couperet tombe. La confiance n'est pas reconstruite, mais les fondations sont en train d'être coulées, un petit moment à la fois. Et pour la première fois de ma vie, je ne fais pas tout le gros du travail seul. L'eau de Cologne d'occasion est toujours posée sur une étagère dans le placard de ma salle de bain. Paige m'a demandé une fois pourquoi je la gardais, et je lui ai dit que c'est un rappel non pas de combien ma mère m'a fait sentir petit, mais du moment où j'ai décidé que je valais plus que $4,99. Il s'est avéré que j'avais raison.